J'aimerais avoir votre écho. Bon. Et puis la deuxième heure, 18 mai. Généralement 18 mai. consacrée à un petit pot. Chacun apporte une petite chose. N'en apportez pas trop parce que sinon on est submergé de choses qu'il faut remporter. Généralement vous êtes très généreux et c'est très abondant. Voilà. Je fais passer comme toujours les enveloppes pour disposer de vos adresses au moment où je vous préviendrai de la reprise. C'est le 1er janvier, je sais pas quel jour c'est, le 1er janvier 2016. Le 1er janvier. Non, c'est le 1er, lundi. Ah, je suis fatigué. C'est le 1er. C'est à quel jour? Alors, le 1er lundi, me paraît être le 4. Lundi 4. Lundi 4. Très bien. Vous faites passer si vous voulez bien. Voilà. Voilà. Et puis, nous entamons la dernière séance. J'ai éprouvé un certain nombre de difficultés à trouver la forme. Et je me suis dit, comme j'ai beaucoup de choses encore, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, je me suis dit qu'il y a une façon de procéder de Valéry, de Paul Valéry, dans les cahiers, qui est de faire des blocs de notation qui n'ont pas l'air nécessairement liés entre elles, mais qui sont dans une même atmosphère de sens. Et il écrivait ça à 4 heures, etc. Bon, il peut passer d'un sujet à l'autre, et ça m'a paru une façon possible de regrouper un certain nombre de motifs, comme ça, sous des ensembles de notations qui ne sont pas nécessairement connectées entre elles par une déduction, mais qui ont un air une familiarité de sens, une communauté de sens. Alors, je vous donne d'abord la liste pour que vous soyez effrayés, et puis après, j'en traiterai. Alors, d'abord, il y a un point que je dois à Marc Richir, qui est philosophe, phénoménologue bien connu des phénoménologues, qui me dit qu'il est le sujet d'une intellection intermittente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est comme l'illumination, il voit tout, et puis, pas 5 minutes après, mais le lendemain, il ne voit plus rien. C'est complètement, ce sont des mots qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas de suite, à la limite. Bon, ça, il a fini par juger que ce n'était pas un défaut de sa constitution, mais que c'était une composante du comprendre lui-même, que le comprendre humain n'est pas du continu, mais de l'intermittent. Ça fera le premier bloc de notions. Il y en a un deuxième qui est lié à ce que je vous ai dit, à savoir que pour moi, philosopher, ça implique d'avoir touché ou d'avoir été touché. On peut avoir été touché par un point en soi, un point imaginaire, un point d'articulation entre l'énergie vitale, la vie quoi, et les significations à ma disposition. Je prendrai tout de suite un exemple.
exemple que je n'en viens pas prendre, mais que je prends quand même. Par exemple, Hegel met l'énergie vitale totale, sur un mot absolu, le mot absolu, qui fait que l'absolu est la vie, et que tout ce qui n'est pas absolu, s'il n'est pas rattaché à l'absolu, n'est pas vivant. Bon. Là, vous avez un exemple limite de ce que c'est pour moi qu'inventer un mode de philosophie qui est que, à ce point-là où ça se touche, la philosophie ne vous est pas enseignée du dehors par les rubriques, par les magazines, même les livres, même par l'académisme, par l'université. C'est très difficile de savoir si on a affaire à de la philosophie ou à de la paraphilosophie. Il y a mon ami Marie-Josée Montzin qui nous fait l'amitié d'être là, et nous avons souvent travaillé ensemble, nous avons souvent discuté sur la difficulté qu'il y a à discerner ce qu'on vous dit être de la philosophie, et puis le signal qui vous est donné en vous que c'en est. Moi je suis, ce qui m'a occupé cette année, c'est le signal qui me vient que c'est ça la philo. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait un tel signal pour la cristallographie, par exemple. On vous dit c'est de la cristallographie, il faudrait être très mauvais coucheur pour attendre. Et encore, on ne sait jamais. Que là, si on est un peu comment platonisant, on dira qu'il faut qu'il y ait une affinité de l'âme avec le cristal, les cristaux, pour être sensible à la cristallographie. Bon, et dans le fond, il se peut que toutes les activités aident à donner le signal par elles-mêmes que c'est bien elle qui est en question. Bon. Alors ça, ce sera le deuxième groupe. Bon. Le troisième groupe de notations, elles sont des notations, vous savez, comme faisait Valérie, c'est lié, mais lié très, très étrangement. Bon. La troisième notation, c'est que je ne vous apprends rien. Ça, c'est mon idée majeure. Je ne vous apprends rien. Au sens où quand vous faites de la géographie, l'histoire ou n'importe quelle discipline positive, vous exigez tout de même d'apprendre quelque chose. Ce que je fais, c'est que je souhaite que quand vous sortez de cette enceinte, vous éprouviez la trace, je dirais la trace indéterminée, mais la trace quand même qu'il vous faut modifier en vous un certain nombre de rapports, en particulier les rapports entre votre énergie et la façon que vous avez de disposer des significations. Si vous en disposez de façon automatique, comme ça n'a pas d'intérêt. Bon. Et je pense qu'il y a énormément disons, beaucoup de philosophie dans la façon, disons, d'ajuster un quantum d'énergie, c'est un quantum de vie, c'est-à-dire une source de différence, à une signification. Bon. Des fois c'est donné par la tradition, des fois c'est inventé. Par exemple, vous savez bien que Rimbaud était pour Valérie exemplaire de celui qui ajustait un quantum fou d'énergie sur une signification absolument incongrue. Bon. Et que ça donnait des résultats, évidemment, qu'on appelle Rimbaud. Bon. Alors, je ne vous apprends rien, si ce n'est
un nouvel habitus. Apprendre un habitus, c'est apprendre à ce que vous l'acquériez. Bon, hein, bon. Et c'est un nouveau rapport, mon idée, qui fait quelque chose de la philosophie, entre en vous la vitalité, l'affectivité, l'effectuation et la productivité. Par exemple, un penseur comme Nietzsche est extraordinairement investi dans l'expérience de la vitalité. Bon, dans presque tout d'ailleurs. Bon, l'effectuation, il s'en occupe pas trop. Par exemple, un penseur comme Hegel est très attentif à l'effectuation. Il faut que les enchaînements soient bien faits. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien faits chez Nietzsche, hein, mais ils sont faits comme les faits d'un écrivain. Bon, un très grand. Bon, mais on n'est pas nécessairement habitué à ce genre, disons, d'enchaînement. Bon. Évidemment, vitalité, affectivité, comment vous recevez, comment vous êtes touché, par. Si vous n'êtes pas touché par un problème de philo, dans le fond, c'est pas un problème de philo. Bon, touché, c'est-à-dire modifié par une augmentation ou une diminution de la puissance d'agir, comme l'aurait dit Spinoza. Bon, il faut que quand vous comprenez, vous vous sentiez plus apte à être actif. Bon, plus léger aussi. On voit très bien le motif, hein, plus léger, plus libre, tous ces motifs qui ont été traités de façon un peu littéraire, la danse chez Nietzsche, tout ça. Mais moi, je comprends ça un peu autrement. Je comprends que l'affectivité vous rend, je dirais, le contraire de pesant. Bon. Évidemment, il y aura une certaine déception si vous espérez réunifier tout ça. Bon, autrement dit, l'un des motifs de cette séance, qui sera en partie autobiographique, mais autobiographique, je dirais, pas intime, hein, autobiographie philosophique, c'est que j'ai été très séduit dans ma jeunesse philosophique par l'enchaînement implacable que, disons, préconisait Hegel. Bon. Mais séduit comme on l'est quand on a 18 ans. Bon. Et puis, la vie, d'autres lectures m'ont amené à comprendre que tout ça était beaucoup moins lié que ça ne l'est. Et que tous les problèmes ne sont pas liés, et qu'il ne faut pas tout lier, et qu'il est bon de ne pas tout lier. Et on retrouverait un motif que j'ai souvent évoqué ici, qui est ce que j'appelle le peu de rapport ou le rapport faible. Bon. Il y a des choses entre lesquelles il faut un rapport faible. Bon. Alors ça, ce serait le deuxième bloc. Le troisième bloc, c'est pour introduire la question de l'entendement. Parce que c'est pas du tout une opération magique, hein, modification de l'entendement. Et pour ce faire, bon, alors, bien entendu, il n'est requis de personne qu'ils doivent devenir philosophes. Hein. C'est évident, ça. C'est le requis de personne. Bon. Il est requis de tout le monde d'avoir un entendement. Ça, c'est embêtant, ça. Bon. Alors, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que l'un d'entre vous, qui n'est pas là aujourd'hui, m'avait apporté des détails sur un apologue d'Anacharsis que je vous avais cité peut-être l'année dernière. Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui sont sur la mer.
qui ne sont ni vivants ni morts. Et je vous proposerai de penser, je dirais, l'entendement comme le radeau qui permet de naviguer sur la mer, qui à la fois vous porte et risque de vous faire couler, de vous engloutir. Bon, alors ça, on verra un peu tout à l'heure. Bon, je dis tout de suite quand même ce qu'il en est de l'entendement, quand même, avant de... Bon, l'entendement, c'est évidemment... c'est pas le radeau de la Méduse, hein, mais c'est parce qu'il y a le comment ça s'appelle, l'aphorisme d'Anacarsis, qu'il y a une troisième catégorie d'hommes, que je suis tenté de penser que cette troisième catégorie d'hommes, il y a les marins et les philosophes. Bon, bon, il y a les vivants et les morts. Bon, les vivants ont leur intellect, les morts, je ne sais pas. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, comme les marins, le philosophe doit s'orienter, doit affronter le péril, doit savoir coordonner, mais le péril est vital, doit savoir coordonner son rapport, son lien avec les autres, comment il s'enchaîne, et surtout, il s'agit de savoir d'un problème que nous verrons tout à l'heure. Il s'agit de ce que j'appelle le problème de la voix, V-O-I-X, du vocal. Autrement dit, il y a des ordres qui sont donnés sur un ratio. Hein, bon. Il y a des voix de toutes sortes. Il y a des voix de fin silence, comme il est dit dans la Bible. Et puis il y a des voix tonitruantes. Il y a des voix de groupe, il y a la voix du Führer, bon, qui a conduit des peuples, un peuple entier. Bon, autrement dit, la voix avait transformé l'entendement allemand. Bon, ça c'est indiscutable. Bon, et ce qui m'intéresse, c'est de me demander qu'est-ce qu'entend un philosophe. Qu'est-ce qu'entend un philosophe? Et je précise que tout ça appartient à une sorte de fable que je fabrique. C'est une fable. Hein. Tout ce que je dis aujourd'hui est une fable. Pour faire comprendre des choses qui demanderaient, je ne sais pas si on pourrait le faire même, qui demanderaient beaucoup de temps. Bon. Et cette fable, elle me permet comme ça de vous dire par exemple que pour un entendement philosophant sain, c'est-à-dire pas hyperbolique, pas celui dont j'ai souvent parlé. Bon, le réel, dans le fond, n'est pas à questionner. Ça, je tiens de Wittgenstein, pas de qu'est-ce que c'est que. Bon, je lisais encore récemment chez lui des choses du genre quand on est en présence d'un Chinois, on ne comprend pas plus ses gestes que ses paroles. Bon, eh bien, il n'y a pas à questionner pourquoi. Bon. Deuxièmement, il y a une certaine façon de faire dépérir ce qui, moi, m'agace quand même un peu, c'est, je dirais, une espèce d'hypertrophie de la figure de l'autre. Bon, le grand autre, le tout autre. Bon, il me semble que la communauté humaine en activité, en mouvement et au travail intègre l'autre et les autres et moi-même dans des relations. Bien sûr, il y a des autres, mais
qui ne sont pas, je dirais, hypostasiés. Ce que je redoute, évidemment, en philosophie, c'est toujours la fabrication, en métaphysique, hein, c'est même ça la métaphysique, la fabrication d'hypostases, c'est-à-dire la fabrication d'entités qui finissent par faire croire qu'elles existent. Bon, alors, je vais continuer et passer à, je ne sais plus le quantième c'est, j'en ai fait 3 pour le moment, non? Bon. Alors, la philosophie comme exercice, alors ça, c'est un point décisif, et pas comme doctrine, c'est un exercice. Il faut s'entraîner. Si on ne s'entraîne pas, on est perdu. C'est-à-dire qu'on apprend. Bon. Il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de faire autrement. Faire autrement un certain nombre de gestes et d'ajustements. Bon. La philo comme exercice comportant nécessairement un peu d'autobiographie. Alors là, je serais tempéré, hein, mais je veux dire d'autobiographie qui concerne la façon dont on a été, je dirais, changé d'entendement. Il est bien évident ici que les séances ont un objectif, c'est de vous faire changer insensiblement d'entendement, sans que vous le sentiez, sans que vous n'en éprouviez de douleur ou de chagrin, mais que un jour vous ayez le sentiment que vous vous sentez plus libre et plus puissant dans l'action, dans ce que vous avez à effectuer. Quel que soit le registre, hein, peinture, construction, n'importe quoi, les affaires, n'importe quoi. Bon, la philosophie n'est pas attachée, elle n'est pas ligotée à un ensemble de significations canoniques. Vous savez très bien que c'est un des dangers de ficeler la philosophie à quelques mots canoniques comme essence, existence, rapport, cause, effet, etc. Bon, et il suffirait d'employer ces mots talismans pour faire de la philo. Bon, pas du tout, hein. Bon, alors, ce que je vise par derrière, c'est d'essayer de fonder un petit peu le slogan « changer d'entendement » qui est absolument contemporain des séances qui ont lieu ici. Il y a lieu ici des séances, hein, et qui n'est pas du tout une conversion à je ne sais quoi. Bon, on m'a dit des réserves, on m'a formulé des réserves sur la formulation, et j'accepte, hein, j'accepte. Bon, je dois vous dire que je ne savais pas à quoi je m'engageais quand je cédais à la suggestion de la sirène, il y a des sirènes, hein, change d'entendement. Bon, on ne sait pas si c'est une sirène ou si c'est une sirène, bon, ou bien il faudrait celle de cascade. Elle ne chante pas. Bon, mais c'est encore pire. Bon, donc, pardon. Ou le daimon. Daimon, oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui veut dire que j'ai renoncé à deux choses. À la construction de concepts, hein, comme au Lego, bon, et à l'analyse de signification pour elle-même. Bon, il m'arrive d'analyser des significations, mais pas pour elle-même. Bon, évidemment, j'admire beaucoup le slogan cartésien « conduire ses pensées par ordre ». Bon, ça c'est évidemment
Mais je ne sais pas si c'est vraiment facile. Hein. Bon, alors, je continue et je vous présente le bloc suivant, qui est le 5e. Alors, j'ai pas encore entamé la prosopopée de la philosophie. Bon, c'est une fable, hein. C'est évidemment une fable, mais d'une certaine façon, tous ceux qui font de la philo, de près ou de loin, comme professionnels de la discipline, ou comme pas professionnels, ou comme, je ne sais pas, bon. On dit amateur généralement, mais je n'aime pas beaucoup ce couple. C'est un peu, des gens qui aiment la philo. Bon, qui aiment la philo. Bon. Et je crois que il y a une relation d'aimer dans la philo. Bon. Cette prosopopée, elle dit, moi je te parle. Tu peux être un élu si tu sais trouver ta place. Et si tu sais trouver, si tu es bien placé, si tu es mal placé, tu n'entendras rien. Si tu es bien placé, tu entendras des suggestions, des mots trompeurs, des sens trompeurs, quelque chose dont tu dois t'occuper, la vérité, qu'il y a des chemins, qu'il y a des impasses, qu'il y a des leurres, que parfois je me dérobe, que je parle par énigme. Bon, autrement dit, elle fait tout ça, hein, la philo. Bon. Alors, pourquoi prosopopée? Parce que il faut une voix qui me touche. Bon, moi, quand j'ouvre, alors vous me direz, quelle est la voix qui parle dans Aristote? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas trop bien. Bon, alors, on peut toujours dire la voix de la raison, mais enfin, c'est une métaphore, ça. Bon, dans Platon, il y a beaucoup de voix. Énormément de voix. V-O-I-X. Bon. Chez Descartes, il y a des voix. Chez Nietzsche, il y a plein de voix. Bon. Chez Husserl, il y a une voix, un impératif même. Tu dois t'assurer d'une chose, c'est de l'absolue, je dirais, solidité des fondements. Il n'est pas question qu'on puisse laisser les fondements un peu vacillants. Impératif qui nous ramène au rêve des fruits d'or la semaine dernière, vous vous rappelez? Bon, je rappellerai peut-être cet épisode tout à l'heure. Bon, alors, pour entendre la prosopopée, bon, c'est-à-dire cette façon qu'a la philosophie de te signifier, elle te tutoie, la philosophie. C'est curieux ça, elle te tutoie. Tu dois entendre que tu es sollicité pour modifier en toi quelque chose de la façon dont tu articules, dont tu fais la différence entre le semblant et le réel, dont tu touches au réel, dont tu entends des voix, etc. Bon. Pour entendre la prosopopée, il vaut mieux se détacher du groupe. Et se détacher du groupe, sinon vous allez vous tromper et vous laisser ou séduire par un leader et vous ferez masse, une mauvaise masse, bon, ou bien vous n'entendrez pas cette voix parce qu'elle sera couverte par le bruit que fait. Bon, donc il y a nécessairement un certain retranchement. Bon, ça c'était le bloc 5. Le bloc 6, c'est
certaine façon d'essayer de répondre à la question à quoi faut-il s'attendre sous le nom de philosophie? À quoi faut-il s'attendre? Bon. Et sous le nom de philosophie, il y en a au moins deux. Là encore, j'ai eu l'occasion de discuter avec Marie-Josée Mondzin. Il y a de la philosophie qui s'exerce sous son nom, et puis de la philosophie qui s'exerce sans son nom. Alors, si vous prenez Heidegger, la philosophie, il l'a exercée sous son nom, sous le nom de philosophie, il y a, à toutes les lignes, philosophie. Bon. Et puis, si vous prenez un mot, quelqu'un comme Foucault, le travail qu'il fait, non seulement n'implique pas, mais exclut presque par lui, de s'appeler philosophie, en tout cas si c'est la philosophie universitaire, je dirais, des années 50. Hein. Bon. Ce qui fait qu'il, comment dirais-je, il pourra retrouver et atteindre des objets qu'il n'aurait jamais atteints sinon. Bon. Par exemple, il n'aurait jamais atteint et donné une certaine dignité d'analyse à l'homosexualité s'il était resté dans les limites de la philosophie sous son nom. Vous pouvez chercher chez Heidegger, on ne trouverait pas. Hein. Bon. Il faut avoir franchi quelque chose. Bon. Et alors, c'est très difficile, d'un côté, sous son nom, elle s'augmente, elle requiert un plus d'autorité, elle veut de l'autorité, bon. Et sans son nom, on se demande si on n'y glisse pas parfois des choses qui n'ont pas de rapport. Donc, et pourtant, il est évident que des philosophes comme Foucault, Rancière, d'autres aujourd'hui sans doute, mais c'est très difficile, pratique, cette modification, disons, de la sensibilité et de la puissance de signifier. Bon, il la pratique autrement qu'on ne pratiquait auparavant. Bon, ça ce serait le... Bon, il y a une affaire qui me préoccupe et qui est que c'est l'imagination qui donne, qui fait des avances. Et là, j'ai une deuxième petite prosopopée. Je te fais des avances. À toi de les saisir. Bon. Par exemple, tous les penseurs de la donation, depuis Husserl jusqu'à Derrida, mettons, ce sont des penseurs de la donation. Bon, il y a une avance qui vous est faite là. Bon, cette avance, il faut la rembourser en quelque sorte. Il faut la rembourser discursivement, mais elle ne sera jamais complètement remboursée. Bon. J'insisterai tout à l'heure sur cette dimension de l'imagination, je le dis tout de suite, qui pour moi me paraît requise et qui elle est accrue en nous philosophants. Elle est accrue par un moindre réalisé, moins de réalisation, pas de prolifération de construction. Moins vous appartenez, plus vous appartenez à une secte, un groupe, une église, une école, plus vous parlez une langue qui vous prive de l'imagination.
Ou bien alors il faut avoir une force inouïe pour, c'est à vos risques et périls, d'avoir de l'imagination quand vous adhérez à un parti politique. Hein. Bon, bon. Plus vous vous écartez de l'action centrale qui est quand même centripète, c'est-à-dire que l'action centrale vous homogénéise. Bon, plus vous approchez du pouvoir, moins vous avez d'imagination. Bon, ça, j'ai l'impression qu'on le voit tous les jours. Bon, alors, il faut trouver le moyen de rester le plus à l'écart pour permettre à ce que j'appelle le potentiel imaginaire d'entrer en scène, et puis il y a une chose, c'est que moins vous prenez l'événement comme un malheur ou une catastrophe, plus alors il y a des événements qui sont des catastrophes, bon, mais tous les événements, il y a du ça arrive, hein, qui n'est pas une catastrophe. Bon, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais tout de suite parler d'une chose qui me tracasse, qui est que nous avons plusieurs rapports à la contradiction. Nous en avons au moins 3. En principe, comme le dit Wittgenstein, la contradiction est un mur qui vous signale qu'il faut changer de direction. Bon. Ça, c'est celle que nous connaissons dans sa forme la plus classique. Bon. Il y a celle qui est intégrée et qui travaille avec vous. C'est ce que j'appelle la dialectique. Elle est productive, elle travaille avec vous, elle travaille pour vous, et elle a la propriété d'enrichir l'initial, ce qui était inaugural, ce qui était le commencement, de l'enrichir en le faisant passer par une phase, je dirais, dépressive. Bon, une phase où il y a de la moindre réalité. Bon, jamais un instant, bon, Heidegger est le contraire d'un dialecticien, de toute façon la contradiction ne l'intéresse pas, il la pratiquerait plutôt. Bon, et je le mettrai donc dans la 3e catégorie de ceux qui jugent qu'il n'est pas mal de l'avoir traversé. Vous savez, quand je proposais des sujets singuliers comme les intuitions plus aberrantes ou insensées, bon, ou bien la contre-évidence, je sais très bien qu'il y a de l'évidence. Bon, et que le travail que j'ai tenté d'opérer, c'est d'abord de passer outre cette opposition, évidence, non-évidence. Bon, quand on a franchi cette contradiction, si on ose la franchir, bon, elle peut être logique, elle peut être existentielle, hein, elle peut être de toutes sortes. Il faut s'attendre, il faut être sur le qui-vive, parce qu'il peut vous arriver des événements extrêmement surprenants. Bon, les uns extrêmement bénéfiques, les autres dommageables. Bon. Je crois que si on n'a pas osé passer par-delà l'interdit, je sais qu'en mathématiques il ne faut pas de contradiction, mais je suis certain que dans les résultats, dans la pratique, dans l'effectuation, mais je suis certain que dans la créativité mathématicienne, il y a une action de la contradiction, c'est-à-dire qu'on admet, c'est parfois ce qu'on appelle une hypothèse, on admet des choses qui sont impossibles, bon, et il s'ensuit des choses. Bon.
par conséquent, je suis très attaché à cette idée, puisque la contradiction est un motif majeur, qu'elle a au moins trois positions, au moins. Elle est devant nous, elle est en nous, elle travaille avec nous, elle est inscrite dans notre dos. Les autres le voient. Vous ne voyez pas nécessairement inscrit dans notre dos. Il a franchi la contradiction. Bon. Alors, ou bien c'est un fou, ou bien c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Bon. Alors, il y a le 7e bloc de notation, hein, que j'ai retenu, qui m'intéresse, c'est je ne sais pas si elle marche, elle monte là-bas, donc je préfère la mienne. Bon. Des fois, de l'aporie se produit quand le contact ne se fait pas entre l'énergie et la signification. Bon. Et l'aporie a été très, comment je dirais, très louée comme indice de philosophie. Bon, quand le contact ne se fait pas entre l'énergie et la signification, alors on peut camper au milieu des apories, et alors là, on retrouve notre vieux bonhomme de philosophe du début, c'est-à-dire celui qui, on retrouve le vieil animal philosophique qui creuse des ornières dans l'aporie, ou bien qui tente un frayage et qui se retrouve dans la position des philosophes dont je vous ai parlé là dans la 3e séance, ou 4e, je ne sais plus, bon, qui, disons, au bout de l'ornière, vous vous rappelez, ils trouvent le talisman, bon, à condition qu'ils aient déjà soupçonné qu'ils étaient dans une ornière, bon, ce qui n'est pas évident. Bon, ils ont trouvé le talisman, c'est-à-dire le par-soi. Le par-soi qui est l'objet philosophique le plus, je dirais, le plus désiré, puisqu'il est ce qui n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour pouvoir être conçu, et qui se comprend par soi. Bon, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour. Bon, ça c'est je dirais, le must. Bon. Et puis il y a de l'autre côté, vous vous rappelez, il suffit de, disons, pour avoir affaire à du par-soi, il suffit d'éliminer toutes les questions de provenance, toutes les questions de destination, toutes les questions de soutien et d'appui, toutes les questions de garantie, et ça tient par soi. Bon. Et ce qui tient par soi, c'est l'objet philosophique par excellence. Seulement, comme je vous disais à l'époque, ou bien il est muet, ou bien il parle des langues ésotériques. Et alors il faut des interprètes, et alors là c'est dangereux, ça. Bon. Alors, il ne s'agit pas de retrouver le vieil animal philosophique qui creusait son ornière et forait son frayage. Hein. Bon. Et je vais maintenant passer à un nouveau groupe, bon, qui est que ce que je préconise, c'est que, et ça c'est le 9e, bon,
il est requis, si on veut philosopher, de ne pas reculer devant le saut, sauter, c'est-à-dire oser faire usage de l'énergie qui ne retombera pas nécessairement sur une signification, mais le saut vous donne de l'avance et vous fait décoller et vous fait soupçonner dans votre affectivité une autre façon d'être vivant. C'est très difficile d'oser sauter. Bon. Par exemple, pour les noms que j'ai évoqués, alors disons que Heidegger a fait un très mauvais saut. Très très mauvais saut. Bon. Il y a un saut, hein, ça. Bon. En ce sens-là, c'est un philosophe. Mais un philosophe qui a pris un risque redoutable. Bon. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent c'est un idéologue allemand parmi d'autres, on laisse tomber. Bon. Non, il faut tenir ensemble une contradiction ou quelque chose qui n'est pas très compatible. Je sais qu'il y a ici des auditeurs qui ne me suivront peut-être pas, ne me suivent pas, mais peu importe. Peu importe, chacun à savoir que c'est un très grand philosophe nazi. Bon, alors débrouillez-vous avec cet énoncé. Bon, et pas un peu nazi, pleinement nazi. Bon, alors qu'on a plutôt l'habitude on a plutôt la tradition, depuis Platon, de faire aller la philosophie du côté de ce qui est mieux, de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est sain, de ce qui est bon. Alors, bon, mais pour prendre quelque chose qui est moins scabreux quand même, bon, moins scabreux, par exemple, j'admire beaucoup un saut même que Deleuze n'a pas fait, même que Lyotard n'a pas fait, mais que Foucault a fait. Foucault a fait un saut de la philosophie vers des objets qui n'avaient aucun rapport et qui étaient du sans rapport. L'hôpital, la clinique psychiatrique, l'asile, le pénitentiaire, tout ça, c'est du sans rapport. Bon. Pénitentiaire un peu chez Platon, bon, enfin, oser, comment dirais-je, vouloir disposer du même dispositif, d'un dispositif analogue pour traiter ces objets qualifiés non philosophiques, comme la causalité, si vous voulez. Hein. Si vous faites un travail sur la causalité, ben, bonne chance. Hein. Moi, je m'endors tout de suite. Hein. Je m'endors tout de suite. C'est très important, mais je le laisse aux autres. Bon, il y a de la causalité, hein, c'est pas moi qui l'ai. Bon, ça m'intéresserait plus qu'on me montre qu'il y en a moins que prévu. Bon, s'il y en a moins que prévu, ça peut commencer à m'intéresser. Bon. Laissons ça. Alors, bon, la question du saut sera l'objet de notre bloc. Alors, j'ai été en avance, mais je dis tout de suite, tout n'est pas lié. J'ai renoncé à construire, c'est-à-dire que ça se disloque en éléments qui peuvent se tenir un peu par contiguïté. Mais il y a de la déception. Je reviens sur le motif tout n'est pas lié pour la question de la déception. La philosophie est un peu déceptive. Mais pour l'être déceptive, il faut qu'on soit passé par l'hyperbolique. Bon, ça, il y a un certain nombre de spécialistes de Wittgenstein qui font l'économie
qui font l'économie, j'en parle souvent avec mon ami Antonia Soulez, qui font l'économie d'avoir été marqués par l'hyperbolique. Il est évident qu'il l'a été, lui, Wittgenstein. Bon, et que tout son travail, il vaut pour cette façon de, disons, d'essayer de rétrograder et de ne plus imaginer qu'il y a ce régime qui, en tant qu'hyperbolique, touche à la création. Bon, c'est pas la création, mais ça y touche. Bon, il y a pas grand, ça ne l'est pas. Hein. Il faut encore, je dirais, un pas de plus. Bon, il faut encore un pas de plus. Un philosophe, mais quand même, il y a quelque chose. Bon, c'est-à-dire, c'est forcer le bon sens, hein, l'hyperbole. Bon, et la déception est grande par rapport à ce qui n'était peut-être qu'un mirage, parce que nous ne savons pas d'avance si nos grandes émotions de pensée ne sont pas suscitées par des, je dirais, des effets de mirage. J'ai été intéressé, moi, par les chimères, les mirages, tous ces objets qui sont extraordinairement séduisants, séducteurs, attirants, et qui, quand on s'en approche, tombent comme des choses de sable. Bon. Alors, pourquoi? Alors, j'ai une question qui va venir un peu plus tard, c'est que comprendre implique que nous ayons une confrontation avec de l'hétérogène. Bon. Et c'est une discussion qui n'est pas ancienne, qui est d'hier. On ne sait pas d'entrée de jeu. Bon, c'est un mot qui est devenu très facile aujourd'hui, hétérogène. Hein. Hétérogène, tout le monde dit l'hétérogène, toc toc. Bon. C'est un mot qui n'est pas facile. Bon. Nous avons jugé, Marie-Josée et moi, que là, dans une discussion, que il paraissait intéressant d'identifier l'hétérogène, non pas à un gros bloc d'aérolite qui vous arrive et qui vous dit qu'est-ce que c'est, ça c'est pas ça, non, mais quelque chose qui est beaucoup plus proche du ça arrive, indéterminé, plus ou moins informe, plus ou moins inconnu, plus ou moins non repérable, etc. Bon, ça arrive. Bon. Il y a du ça arrive. Bon. Je parodie évidemment ici une formule de Levinas qui est très belle, hein, autrement qu'être. Je suis en train de la dévaluer en disant autrement qu'exister, c'est l'événement, car un événement n'existe pas, un événement arrive. Bon, un événement arrive. Et arriver, c'est comporter une extraordinaire quantité d'indétermination, d'énergie, de surprise, de ratage potentiel. On peut rater ce qui arrive. Bon. J'ai toujours pensé que les signes, par exemple, étaient faits dans leur constitution pour être manqués. Si tout le monde voit les signes, ben, ma foi, il n'y a pas de signes. Bon, il faut qu'il y en ait qui les voient et d'autres qui ne les voient pas. Bon, je parle pas de la signalétique pour sortir d'une pièce. Hein. Bon, mais je vois, si tout le monde, il est dans la constitution d'un signe de pouvoir échapper à celui qui, ma foi, n'aura pas été attentif. Bon, alors, je suis
neuvième groupe de problèmes qui est celui, c'est pas des problèmes, hein, ce sont des notations que j'ai regroupées. Le travail serait, vous savez, quand Valérie faisait ces trucs-là, ces notations-là le matin, il s'occupait pas trop de savoir si c'était bien lié ou mal lié. Ça arrivait, bon, il avait la chance que ça lui arrivait. Bon, il n'était pas à sec. Bon, il n'était pas à sec. Bon, 29 tomes de 1000 pages. Je ne parle pas des morceaux choisis de la Pléiade, qui ont le gros défaut, il faut bien que ça existe, c'est très bien, mais qui ont le gros défaut d'avoir regroupé thématiquement psychologie, théologie, etc., et qui donc faussent quelque chose d'essentiel dans les cahiers, à savoir que vous passez d'un problème à un autre, vous vous demandez pourquoi. Il faut faire des sauts sans arrêt. Bon, mais si vous faites le saut, vous finissez par sentir comme une communauté de tous les sauts que vous avez faits. Et en ce sens-là, certains ne sont pas évidents. Hein. Un peu de mathématiques, j'ai dîné chez la princesse Bibesco, etc. Quel rapport, hein. Bon, oui, il était très mondain, hein, très mondain. Il divisait sa journée en 3. Le travail, un peu de bureau, et la mondanité. Bon, beaucoup de mondanité. Comme il était insomniaque, ça lui permettait de travailler le matin. 4h30 du matin, au travail. Une cigarette et au travail. C'est lui qui le dit. Hein. Bon. Alors, le trajet que je vous ai proposé, que je vous aurais proposé, c'est du merveilleux à la déception, c'est-à-dire un réglage. Autrement dit, l'entendement n'est pas une faculté du merveilleux. Bon. Il ne vous donnera pas le talisman, c'est-à-dire l'objet précieux, l'objet extraordinaire. Bon. Mais il vous fera retomber à des choses, je dirais, plus simples, et qui sont les seules qui ont statut, c'est-à-dire un bon réglage entre la perception et la nomination. Bon. Si, généralement, ça paraît très simple comme ça, on se croirait revenu en classe de terminale, perception, langage. Hein. Non, il s'agit de l'énergie que l'on met à isoler un quantum de puissance. Bon. Spinoza est un expert là-dessus, c'est un orfèvre. Pour ajuster les mots qui conviennent, ben, il a la langue de la scolastique. Bon. D'ajuster les mots qui conviennent au quantum d'énergie que chaque mode peut développer. Bon, chaque singularité. Bon. Et on ne peut pas demander à ce qui ne peut pas de le faire. Bon. Et ça, c'est une affaire de réglage, et ça se dérègle. Et l'entendement, c'est une affaire de réglage. Bon. Alors, j'ai encore deux blocs d'idées. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tous ces blocs. Hein. Bon. Enfin, je vous en aurais donné un aperçu. Bon. Alors, l'idée, c'est un autrement qu'exister. Bon. Exister, c'est, comme je vous le disais, je n'y reviens pas, être attesté par des preuves, des témoins, des garanties de la durée, de la stabilité, de la résistance, etc. Bon, une certaine durée, une certaine usure, une certaine normalité. Il y a des choses qui, étant anormales, n'existent pas. Bon, ce qui m'a intéressé, c'est que on ne dira jamais que
je dirais, l'événement existe. On dira, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, l'événement arrive. Eh bien, je dirais que l'idée, ce vieux mot, je retombe sur un vieux mot de la langue philosophique, hein. Autrement dit, pour le coup, après avoir fait un saut, verbal, je sais très bien que je ne l'ai pas fait, car si je l'avais fait, je serais à côté de Rancière et je sais très bien que j'appartiens à la philosophie sous son nom, hein. Je suis pas dupe que la philosophie que je la pratique sous le nom de philosophie. Que des fois je me dis, oh, c'est un peu court, jeune homme. Bon, que tu aurais bien fait aussi d'être plus ouvert, plus attentif, plus disponible pour des objets qui n'étaient pas a priori philosophiques, mais où je ne les ai pas vus. C'est à mettre à mon décompte, où je les ai vus et je n'ai pas eu le courage, et par conséquent, je ne les ai pas vus. Bon. Ou bien il y a une tradition qui m'a empêché de les voir. Bon. Si vous saviez, alors que je n'aime pas tellement la philosophie de Foucault, je n'aime pas tellement. J'aime pas, je sais pas, je suis, bon, c'est normal, puisque je suis sous la philosophie, bon, mais j'admire énormément ce coup d'épaule donné dans la philo et qui vous ouvre à des objets et qui vous y ouvre de façon interrogative et spéculative et philosophique sur des domaines qui étaient plutôt des choses proscrites, exclues, désavouées, cachées, etc. Bon. On lui doit beaucoup. Quand on fera le décompte de la dette que l'on a vis-à-vis de Foucault, elle sera peut-être plus grande que celle que la dette que l'on doit à Heidegger. Bon, lui, il est tout le temps resté dans la question de l'être. Bon, il n'a pas bougé d'un iota. Il a fait un saut, mais c'était un saut dans l'être. Bon, donc c'est quand même pas un saut très à l'extérieur. Bon, et cette affaire de saut est quand même essentielle, hein, essentielle. Bon, et par conséquent, pour avoir une idée, il faut avoir un peu sauté, et un peu sauté sans très bien savoir ce qu'on faisait. Bon. Et quand je vous ai proposé changer d'entendement est une idée qui m'est venue. Une idée qui m'est venue, comme on dit, une idée m'est venue. Bon. Après du travail, une idée m'est venue. Et je me suis dit, là, il y a une indication. Vous savez ce que j'appelle une indication, je vous l'ai dit. J'appelle une indication déjà suffisamment de matière pour que j'aie envie de m'engager dans ce chemin à ma charge, de trouver et la langue et les façons qui seront miennes. Sinon, je ne serai qu'un répétiteur. Hein, je ne serai que répéter. Et moi, je crois que ce qui fait le grand problème et la grande difficulté d'un Husserl, c'est qu'il n'a donné que des indications que ses disciples n'ont pas vues comme indications et ont repris dans la même langue et poursuivent du commentaire interminable. Bon, dans la même langue. Alors qu'il fallait se saisir de l'indication donnée. Elle est longue l'indication, hein, je vous accorde qu'elle fait 15 volumes. Bon. Bon. L'indication, il fallait la reprendre et la nommer autrement, et la pratiquer autrement. Bon. Alors là, on aurait peut-être pu espérer sortir de ce qui était le rêve, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Bon, c'est un rêve prêté à Husserl
traité, hein. Je dis bien parce qu'il doit avoir subi beaucoup d'altérations. Hein. Bon, il rêve qu'il est comme ça, comme Formosa, et puis que là-bas, il y a des arbres avec des fruits d'or. Bon, et qu'il va s'en approcher. Les fruits d'or, ce sont les résultats de ses recherches, évidemment. Bon, il a trimé, il a marné comme un malheureux. Il a trimé, si vous saviez, les débuts, si vous saviez ce que c'est quand on le pratique, comme affligeant de, comment je dirais, de lenteur, de répétition, d'abstraction. Il vous dit, je vais vous donner un exemple, soit un objet. C'est comme exemple, c'est pas très chaleureux, hein. Bon, soit un objet. Bon, et alors, donc, il voit ces fruits d'or. Et je présume que dans son rêve, c'est de l'allégresse, et la terre s'en trouve entre lui et les fruits d'or, et il ne peut pas les atteindre. Alors il y a une autre version du rêve, parce qu'il a plusieurs versions, où il dit, il s'étend pour essayer d'atteindre l'autre rive. Bon, il n'arrive pas, il est immobilisé, et ses successeurs pratiquent le parricide, ce qui est une grande affaire en philo, hein, pratique le parricide, c'est-à-dire marchent sur lui et vont cueillir les fruits d'or. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il a un peu marché sur Husserl. Husserl n'était pas content. Hein. Husserl n'était pas content de la façon dont Heidegger l'avait traité. Bon, je ne parle pas politiquement, je parle philosophiquement. Husserl disait il n'a rien compris à la réduction phénoménologique. C'est embêtant quand on est un phénoménologue. C'est très embêtant. Bon, et il était très bon. Dans les formes, Heidegger conservera toujours une attitude déférente, à peu près, bon, mais je veux dire que le parricide, c'est il faut tuer la langue du père, hein. Il faut tuer la langue du père, ça c'est le sophiste, hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'indication et la parler autrement, au risque de bafouiller, mais il vaut mieux bafouiller dans une langue nouvelle que répéter, hein. Bon, alors ça c'est l'idée, l'autrement qu'exister, et puis le dernier bloc, ce sera l'arrivée de l'idée. Mais l'arrivée de l'idée, j'ai bien peur qu'on n'y soit pas. Bon. Quelle heure il est ? Oh là là. Bon. Alors, je reprends quelques-uns des points, je ne pourrais pas tout reprendre, hein. Je reprends quelques-uns des points qui m'ont paru importants. Alors, pour moi, je trouve très, très important, et c'est dans le numéro 1, l'intellection intermittente. C'est-à-dire que nous n'avons pas un entendement divin. L'entendement divin n'est pas intermittent. Hein. Bon. Je passe tout de suite à la liasse suivante, où je vais essayer de vous raconter la prosopopée, ou peut-être pas, mais le point majeur, c'est le point d'articulation imaginaire qui doit toucher chacun là où se joignent lui. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la philosophie est le symptôme d'un défaut de constitution. C'est un symptôme, la philo, hein, un symptôme, pour moi, un symptôme. Si on s'acharne tant, bon, je ne sais pas si on s'en guérit, bon, ce symptôme, c'est que nous accrochons mal, nous n'accrochons pas bien les quantums de l'énergie, les quantums vitaux et les significations. Bon, ce qui fait que il y a des quantums, des quantas de vie qui restent sans mots, et il y a des mots vides. Bon, il y a une chose qui est très importante que j'ai oublié de mentionner, mais que je fais tout de suite. C'est que
il faut s'attendre en philo à la bonne récompense, quand je parlais de déception. Et la bonne récompense, c'est pas les fruits d'or, précisément. La bonne récompense, rappelez-vous ce que disait Spinoza. La béatitude n'est pas la récompense, mais la vertu elle-même. Autrement dit, il n'y a rien à escompter de plus. Et vous vous rappelez, je vous ai cité peut-être le deuxième cours, le texte que j'ai apporté, si je l'ai apporté, je vous le relis, parce qu'il est trop important. Si je l'ai apporté. Il est tellement important que je ne l'avais lu qu'une fois, et je voudrais vous le relire. C'est le paragraphe 314 des fiches. Ici, nous touchons un phénomène remarquable et caractéristique des investigations philosophiques. La difficulté, dirais-je, n'est pas de trouver la solution. N'est pas de trouver la solution. Mais bien de reconnaître comme la solution ce qui semble n'être qu'une première étape vers elle. Si Husserl avait lu ça, il aurait arrêté tout ce truc-là. Bon, c'est-à-dire qu'il se serait dit, j'y suis. Bon, j'y suis. Je suis dans la vie bienheureuse. Je suis... Bon, parce que, ne nous trompons pas, les philosophes cherchent la vie bienheureuse. Bon, mais ils se trompent sur le verbe chercher. Ils la cherchent comme une chose qu'ils ont perdue. Comme on cherche ses clés qu'on a égarées. C'est pas comme ça qu'il faut chercher. Il faut chercher, veut dire ici, s'apercevoir qu'on y est. Et qu'on y est dans la simplicité où nous sommes. Bon, dans la simplicité où nous sommes. Bon. Et que, à ce compte-là, bien des choses changent de nature. Bon. La difficulté, dirais-je, n'est pas de trouver la solution, mais bien de reconnaître comme la solution ce qui semble n'être qu'une première étape vers elle. Nous avons déjà tout dit. La solution, ce n'est pas quelque chose qui découle de là, non, c'est justement là la solution. Justement là la solution. Une telle attitude est liée, je crois, au fait que nous attendons, à tort, une explication, alors que c'est une description qui est la solution de la difficulté, pour peu que nous lui donnions le rang qui convient dans la hiérarchie de nos considérations, pour peu que nous nous attardions en elle et que nous n'essayions pas d'aller au-delà. S'arrêter, voilà où est la difficulté dans ce cas. Voilà. Husserl se serait arrêté assez vite dans l'établissement du fondement inébranlable de la science. Vous avez vu comme Descartes il reste longtemps. Cet homme intelligent, il resterait peu de temps et puis il passe, parce qu'il sait que la vie est le dernier mot. Est le dernier mot. Bon. Et que donc, il faut coller à la vie. Bon, il faut coller à la vie. Et il ne faut pas coller à la recherche. Bon, la recherche est un moment. C'est un moment. Bon. Alors, donc, c'est très difficile de bien comprendre ce que c'est que la bonne récompense et la déception. Bon, il ne faut pas prendre comme une déception que je ne vous apporte rien de merveilleux. Il faut prendre, ce serait encore être dans l'ancien entendement que de croire que, vous ne croyez pas, je sais bien, mais vous faites comme si vous croyez qu'un philosophe est en état de vous apporter l'objet merveilleux qui se tient par lui-même, qui se suffit à lui-même et qui vous rend lui-même, parce qu'il diffuse sa vertu, il vous rend lui-même, je dirais, bienheureux. Bon, alors,
je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui peut vous paraître un paradoxe. Je n'ai pas le projet de vous apprendre quoi que ce soit. Bon, je n'ai pas le projet de vous apprendre quoi que ce soit. D'ailleurs, vous ne venez pas pour ça. Bon, vous venez, dans le fond, parce que quelque chose en vous a été touché, ce point énigmatique a été touché, bon, vous aimeriez pouvoir mettre des mots sur ce point. Bon, il est parfaitement imaginaire, hein, je n'ai pas d'illusion, hein, il est parfaitement imaginaire. Bon, alors, bon, il est évident que le seul travail que j'ai à vous faire, avec vous et à vous apprendre, c'est à faire dépérir en vous la hantise du commencement. Bon, ça c'est sûr. Comme faire dépérir en vous la hantise du résultat. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a appris cette année, dans le fond, ici? Ça, si vous posez cette question, ben, d'abord vous serez pas maigre, et puis vous direz, mais rien. Bon. Faire dépérir en vous le besoin de performance. Faire dépérir en vous le besoin de conformité. Vous savez, c'est ce mot de Michaud, incapable de conformité. Je trouve ça formidable, moi. Incapable de conformité. Bon. Alors, en gros, c'est tous les termes de la métaphysique qui font entité et qui sont à convertir en flux. Bon. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas du commencement, mais le commencement continue. Bon. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas du résultat, mais le résultat se poursuit, etc., etc. Bon. Et ça, j'y attache de l'importance. Bon. Évidemment, je reste. Alors, il faut que je revienne parce que l'heure passe. Il faut que j'arrête à moins le quart parce qu'on est mis à la porte à moins le quart, hein, ici. Hein. Il commence à. Le monsieur là qui ferme les portes commence à rôder à moins le quart. Je comprends bien qu'il s'ennuie. C'est pas très amusant de fermer une porte. Bon, alors, ce que je voudrais, c'est quand même que vous revenir sur je peux pas revenir sur tout, hein. Avant de revenir sur la configuration que j'appelle l'entendement, j'aimerais vous dire que je ne vais pas revenir sur la prosopopée, vous avez compris. Bon. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que il y a 3 ou 4 verbes d'action qui sont indispensables de connaître par soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous me demandiez ce que ça veut dire. Et j'exige, ce qui n'est pas fréquent dans ma bouche, que vous les compreniez comme je les comprends. Parce que je les comprends comme vous les comprenez. Et que si nous ne les comprenons pas de la même façon, nous sommes des drôles de zozos. Bon. Alors, ces mots, c'est articuler, interrompre, s'attendre à, faire un geste, absenter. Il y en a d'autres, hein. J'en prends quelques-uns. Bon. Je veux dire que, par exemple, ayant renoncé à construire, on me dira que je suis toujours faible sur les articulations. Je dirais oui, d'accord, mais je suis excellent en bond, excellent en saut. Bon, donc je passe d'une idée à une autre, et vous êtes en train de marner pour essayer de faire le pont. Alors, vous allez me dire, c'est un peu charrié. Non, regardez le Gai Savoir qui m'a servi cette année de tremplin. De paragraphe en paragraphe, il fait un saut.
Bon, il fait un saut. Mais il ne s'en occupe pas. Il ne s'occupe pas de savoir si on va le discuter, etc., etc. À vous de suivre. Bon. Et un sot, ça se comprend très bien, à condition de ne pas lui appliquer une intellection, je dirais, livresque, mais une intellection pratique. Avoir en soi l'expérience du ressort qui fait qu'on est capable disons, de comprendre quelque chose qui n'était pas inclus dans ce qu'on avait avant. Bon. Alors, interrompre, c'est très important. Bon. Il n'y a pas de philosophie qui ne commence si elle n'interrompt pas ce qui avait lieu jusque-là. Stop, on arrête. Bon. C'est pas le problème de s'arrêter, c'est le problème d'interrompre. C'est pas le problème de commencer, c'est le problème d'interrompre. Bon, vous pouvez pas interrompre sans arrêt, hein, mais voilà. Bon, le verbe s'attendre à, ça si, de tous les verbes que j'ai évoqués, c'est peut-être celui auquel j'attache le plus d'importance. Si on ne s'attend plus à rien, on ne fera pas de philosophie. Enfin, il y a des tas de choses non plus qu'on ne fera pas. Mais s'attendre, c'est quand même être dans la disposition de juger qu'il y a du possible qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'orientation, qui n'est pas préformé, voilà, et que vous pourrez vous mettre en phase avec lui, que nous ne sommes pas faits de telle façon que nous ne pouvons et nous savons nous mettre en ajustage qu'avec ce qui est préajusté. On peut se mettre avec ce qui n'est pas du tout fait pour nous. Et puis il y a faire un geste, ça. Alors, je voudrais, j'ai encore, j'en avais pour 5 heures, vous comprenez bien, là, donc c'est quand même très embêtant. Je voulais vous dire une chose auquel je tenais. Je ne sais pas pourquoi j'ai un débordement comme ça, toujours de notes. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire juste ce qu'il faudrait. Bon, c'est comme ça. Bon, il faut seulement ne jamais oublier que l'entendement a toujours affaire à une résistance impassible, que j'appelle un corrélat indifférent. Que vous soyez content ou non, peu importe. Alors, il y a des exemples multiples. Nietzsche le séduit, ce corrélat indifférent. C'est un séducteur fou. Bon. Tout le monde devient amoureux de lui. Tout le monde devient amoureux de lui. Je ne parle pas dans les amours de la vie, mais je parle dans les objets de pensée. Le corrélat indifférent lui devient favorable. Il le paie très cher. Il l'a payé très cher. Il le paie de sa santé. Mais une fois ce prix payé, quelle liberté. Souveraine. Heidegger veut le prendre de force. Alors là, il sera brisé. On ne prend pas de force l'autre côté indifférent. J'appelle ça le corrélat indifférent. Comprendre, c'est comprendre autre chose que quelque chose qui est avec quoi on est en corrélation, mais qui est indifférent. Descartes a compris que le corrélat indifférent n'éteint pas en lui le pouvoir de fiction, et que c'est le pouvoir de fiction, le pouvoir du malin génie, le pouvoir de faire de la fiction, qui le sauve. Alors, je voudrais
avant de venir tout de suite à l'entendement, j'insiste une fois encore sur la nécessité de comprendre que nous nous méprenons sur les livres qui s'appellent recherche. Bon, comme si on était à la recherche d'un trésor. Bon, rechercher, c'est dissiper en soi ce qui fait une espèce d'obstacle. Chez Spinoza, c'est l'imagination, c'est la métaphysique au sens strict. Bon, la métaphysique est exemplairement, chez Spinoza, celle pratiquée par les scolastiques, est exemplairement ce qui interdit de comprendre quoi que ce soit à la vie heureuse si on commence par poser Dieu comme transcendant. Si vous posez une transcendance, vous êtes sûr que vous aurez que ça c'est la plus mauvaise des idées. La plus mauvaise des idées. Que le corrélat indifférent n'est pas transcendant. Il est interne. Bon, il est interne. Et ce corrélat indifférent, qui, parce qu'il est interne, n'est plus indifférent, c'est le plus ou moins de vie lui-même. Et plus ou moins vous avez de vie en vous. Bon, évidemment, comme disait, j'entendais un jour Deleuze, un connaisseur, disant à propos de Spinoza, nous sommes éternels. C'est pas discutable. À condition que nous nous attachions à des objets éternels, les mathématiques, etc. Évidemment, si nous sommes attachés à nos tickets de métro, il y en a qui le sont. Hein. Ah ben oui, les tickets de métro et autres. Ben oui, il y en a qui sont attachés à des broutilles. Ceux-là, évidemment, ne seront pas éternels, puisqu'ils périront avec ce à quoi ils se sont attachés. Bon, autrement dit, et ça m'avait frappé. Il avait donné cet exemple-là. Ceux qui s'attachent à un ticket de métro, qui y mettent des souvenirs, de la nostalgie. Ah, quand j'ai fait ce voyage à Paris, j'avais 20 ans, j'en ai 90 aujourd'hui, bon, par exemple. Ça, c'est pas bon du tout. Bon. Alors, revenons sur l'entendement, si vous voulez bien. Donc, nous sommes dans un élément et sur un élément ambigu qui s'appelle la mer. Bon, dans l'histoire d'Anacharsis, là. Bon. C'est-à-dire, c'est une route, pour les Grecs c'est une route, hein, mais elle est pleine de dangers. Bon. Bon. Il faut savoir beaucoup de choses. Bon. Quand on est dans l'Antiquité grecque, de l'océan ou des ciels, on entend des voix. Bon, la voix de Poséidon ou la voix de les voix mythiques. Bon, il faut savoir les interpréter. Bon, donc il faut un bon interprète. Bon, nous n'entendons plus en principe de voix mythiques. Mais quand nous sommes, par exemple, sur le divan d'un analyste, notre voix n'est plus la même. Bon, notre voix n'est plus la même. Si c'est la même, c'est pas la peine. Bon. Deuxièmement, nos enchaînements ne sont plus les mêmes. S'ils sont les mêmes, c'est pas la peine d'aller chez l'analyste. On enchaîne autrement. Bon. Des blocages, il y en a à tire-larigot. Bon, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de résistance, bon. Je dirais que c'est presque un exemple privilégié, l'analyse. Et si vous ne consentez pas à brouiller réel et semblant, vous allez tenir dur comme fer un souvenir d'enfance qui est une reconstruction. Bon. Mais si je t'assure que chez moi, dans ma chambre, c'était comme ça. Bon, il y avait une commode, etc. Bon,
j'ai connu des analystes qui disaient tout souvenir d'enfance est une reconstruction. Bon, c'est presque une banalité, hein. Bon, alors, chaque activité exige, d'une certaine façon, que l'on change l'entendement. C'est-à-dire que on sache, sur les 4 pôles que j'ai indiqués, mettre des valeurs ajustées. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des cas où, par exemple, si on prend nos malheureux marins sur le radeau, là, il faut qu'ils sachent s'accrocher ou à un récif, ou à eux-mêmes, ou au radeau. Il faut savoir s'accrocher. À quoi vous accrochez-vous? Bon. Alors, il y en a qui s'accrochent aux arbres, il y en a qui s'accrochent au groupe, il y en a qui s'accrochent à l'autre, bon, mais la réponse, à quoi vous accrochez-vous, c'est-à-dire à quoi êtes-vous, je dirais, à ce point, je dirais, adhérent que vous ne puissiez pas vous dépendre, ça c'est embêtant. Bon, l'aporie, ça vous avez compris, si vous ne rencontrez pas d'aporie, si vous ne rencontrez pas de blocage, votre vie est une blague. Bon. Ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas. Bon. Mais il faut en faire quelque chose. Évidemment, il faut, ou bien l'aporie est un abîme, ou bien elle est un tremplin. C'est ça le problème. Et tout le problème, et Spinoza, c'est le maître de la conversion des choses négatives en tremplin. Bon. Et c'est pour ça que, bon, Hegel n'est pas là-dedans, parce que lui, de toute façon, ma foi, Napoléon est déjà dans Thermidor, et Thermidor est déjà dans 94, et 94 est déjà dans 89, et par conséquent, bon. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu y croire, lui, à ça, à ce qu'il disait là. Souvent j'ai dit, ça c'est la vulgate hegelienne, mais on a du mal à imaginer un Hegel portant attention à ce qui est un pur événement qui arrive. On en a parlé avec des amis. Il est vrai que pour lui, il faut que ce qui arrive soit une répétition. C'est déjà arrivé. Et je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi, en dehors du fait qu'il appartient à un monde chrétien, en dehors du fait qu'il veut négocier avec la dialectique, en dehors du fait qu'il n'est pas audacieux, il est immense mais il n'est pas audacieux. Bon, si vous saviez ce qu'il écrit sur le tatouage, à savoir que le tatouage c'est fait pour ces êtres lointains là, qui n'ont même pas l'écriture, qui ne savent pas qu'il faut distinguer le support matériel sur lequel on écrit de sa propre peau, et on écrit sur sa propre peau. Bon, il écrit des choses, elles existent, elles sont lisibles, mais on n'en parle pas trop. Bon, mais c'était, ça n'avait rien de choquant sous sa plume pour lui. Hein, bon. Alors il y a encore 2 choses que je voudrais, on va te mettre à la porte là. C'est la question de la intérieure à l'entendement. Un bon entendement, c'est bien partagé. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Bon. Et ça, c'est très important. Bon. Vous savez bien que les hommes de science ont parfois du mal à faire le partage entre un corps minéral et un corps animal. Bon. Vous savez que précisément Rancière, c'est un penseur
du partage et du mauvais partage, opposé au bon partage. Le bon partage étant le communisme, ou plus exactement, et je vais quand même insister là-dessus, l'idée de communisme, car pas idiot, loin de là. Il pense que, avec Badiou d'ailleurs, il pense que l'expression, l'idée de communisme change tout par rapport au communisme. Bon, le communisme, lui, il a été réalisé. Vous avez vu ce que ça a donné, la réalisation. Bon. L'idée n'est pas à réaliser. L'idée n'est pas à réaliser. C'est un paradoxe, ça. Hein. Bon. L'idée, elle n'a pas de forme préétablie. L'idée, elle est une puissance, je dirais une puissance dynamique de fécondité. Bon. L'idée, elle n'est ni près ni loin. L'idée, elle n'est pas à l'horizon. Si vous la mettez à l'horizon, bon, l'idée, elle est déjà ici, à condition que vous rectifiez le partage. Qu'est-ce que c'est qu'un bon partage? C'est un partage qui s'est émancipé de la dépendance du pouvoir partageant. Bon, mais ça, c'est difficile, hein, c'est très difficile. Bon, quand le pouvoir partage, bon, mais le partage est, par exemple, Foucault récuse, même le livre de son maître Canguilhem, sur normal et pathologique. Bon, autrement dit, ce partage-là n'est pas bon. Les partages, généralement, sont pas bons. Bon. Il faut les pratiquer autrement. Être étant, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. D'accord. Et alors, comment faut-il partager? Eh bien, là, il faut une idée. Bon, que je n'ai pas en ce moment. Hein, je n'ai pas cette idée. C'est évident. Que je ne sais pas si Rancière là. Bon, mais il a une certaine idée de la part des sans-parts, il a une certaine idée de l'égalité, il a une certaine idée du fait qu'un maître, ça n'apprend rien. Et quand je vous disais que je ne vous apprends, je n'étais pas là pour vous apprendre quelque chose, j'interférais sur un partage qui est le partage entre ceux qui écoutent et ceux qui parlent. Bon. Et puis, il y a une deuxième notion que j'aimerais, avant d'être interrompu, éclairer, c'est la notion de sens, car au cœur de la configuration, un peu en losange, hein, comme j'aime bien faire, bon, il y a et le partage et le sens. Bon, le sens n'a pas de contraire. Le sens, il va jusqu'où on lui en donne. Si vous lui en donnez plus qu'un autre, il y a du sens. Bon. Autrement dit, sens, non-sens, insensé, ça n'a pas de portée. Bon. En revanche, là où le sens n'accroche plus, ce que nous discutions de ça toujours avec Marie-Josée, discutions de la façon dont le sens, disons, dans les parages de l'hétérogène, perd de la vigueur et se dilue. Bon, ça c'est sûr que. Mais si vous avez assez de force, toujours un problème d'énergie et de force, le sens, il se décompose en 3 temps pour moi. Il y a une interruption et un suspens. Bon, vous êtes devant une toile dans un musée ou dans une galerie. Il faut que vous suspendiez vos intérêts extérieurs. Vous n'identifiez rien. Bon, très bien. Que ce soit du figural ou du pas figural. Vous n'identifiez rien, vous dites bon, c'est bon. Bon. Deuxièmement, là c'est le premier temps. Vous avez interrompu et vous avez coupé avec ce qui est l'environnement. Deuxièmement, il faut de l'endurance. L'endurance, c'est-à-dire que le sens, il faut pas. Je récuse l'idée qu'il y ait quelqu'un qui s'interpose et qui vienne vous donner le sens. Hein. Ça, moi,
zéro. Celui qui vient me donner le sens, je l'envoie promener, parce que je ne crois qu'au sens qui correspond à l'énergie que j'ai mise. Bon, si j'ai pas mis assez d'énergie, je bats ma culpe, hein, c'est tout. Mais si j'ai mis assez d'énergie, il y a du sens très loin, du sens très très loin. Bon, et puis troisièmement, après, je dirais, l'interruption, l'endurance, il y a l'extraordinaire satisfaction d'y être. C'est-à-dire, tout d'un coup, de se dire, mais c'était un lion, et je ne le voyais pas. C'était n'importe quoi. Bon, je prends une chose très bête, hein, mais bon, c'est-à-dire que tout d'un coup, la satisfaction, puisque n'oublions jamais que le changement d'entendement, il n'a qu'une destination, c'est devenir plus joyeux. Devenir plus joyeux, c'est-à-dire disposer d'une plus grande puissance d'agir. Une plus grande puissance d'agir, c'est une plus grande puissance qui s'est dissociée de la violence. Bon, donc il faut avoir réussi à cliver en soi la puissance et la violence. Car c'est pas la même chose, hein. Bon, autrement dit, il y va là de l'autre. Bon, la puissance, vous ne l'exercez pas sur l'autre, mais vous l'exprimez. Bon, c'est pourquoi le verbe exprimer est si important chez Spinoza. Bon, et vous n'avez pas à confondre l'expérience de la violence, du pouvoir, et des différences arbitraires de l'autorité avec ça. Bon, autrement dit, ce que j'appelle hétérogène, c'est ce qui arrive et pour lequel on n'a pas encore assez débloqué d'énergie pour étendre le sens. Bon, aujourd'hui, il arrive sans arrêt, ça arrive beaucoup. Nous avons pensé, José et moi, que jusque la Révolution française, en terre chrétienne, c'était arrivé. C'est-à-dire le Christ était venu et on peut dire c'était accompli. Bon, et que donc il n'y avait que du culte et de la célébration. Bon, ce qui arrive vraiment, c'est la Révolution française. Quelle forme aura-t-elle? Qui aurait bien malin qui l'aurait dit, elle a eu bien des formes, la Révolution française. Bon. Nous sommes toujours dans les contre-coups de la Révolution française et nous sommes toujours sous le coup de cette idée qui n'a pas de forme préalable. Hein. Bon, elle n'est pas constituante, elle n'est pas seulement politique, elle n'est pas seulement, je dirais, intime, elle est tout ça à la fois. Bon, alors, là je vais m'arrêter parce que d'abord on m'a demandé d'arrêter à 9h moins le quart, sinon donc la semaine prochaine, je dirai peut-être 2-3 petits mots encore là-dessus, mais j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous me fassiez part de vos réactions. Hein? Comme ça. Ça peut être des questions, ça peut être mais c'est surtout des réactions. Bon, comment vous sentez en vous l'expérience de faire de la philosophie, puisque c'est quand même ça qui est quand même, c'est quand même ça qui est quand même important. Hein? Voilà. Bon, je vous remercie et je vous dis à la semaine, dans 15 jours. Hein? Donc, ah ben oui, parce que la semaine prochaine, c'est férié. Je ne vais pas tout reprendre, mais tant pis. C'est pas possible.